amène, si vous voulez, cette notion de trois dimensions. C'est ensuite le travail d'artistes comme par exemple David Spring qui travaille sur les stratachromes. Donc là on a vraiment un travail qui est absolument fabuleux sur cette mise en trois dimensions de la couleur dans le design. Et c'est aussi des choses qui vont nous influencer, qui vont être très influentes émotionnellement, mais avec des applications aussi peut-être quelquefois plus... Ça c'est un autre travail de David Spring, qui vont être très influentes au niveau par exemple du display. Comme on voit par exemple, ça c'est aussi des choses que j'ai découvertes en réalité sur le salon Dimension 3D, où maintenant on a vraiment des propositions de display. Quand on parle de make-up in 3D, c'est bien sûr le maquillage, la vision, l'émotion, mais c'est aussi toutes les autres déclinaisons qui peuvent être amenées par rapport à ce maquillage en 3D au niveau du display. Voilà, donc quelques exemples de produits aujourd'hui qui existent et qui sont en train de se développer d'une manière plus confidentielle ou alors comme ça dans des vitrines. Comme par exemple Repetto qui a fait récemment toutes ses vitrines aussi en hologramme. Alors la mode en 3D aussi, c'est quelque chose, évidemment, la mode est toujours curieuse et toujours à l'avant-garde. Et aussi, elle s'est intéressée à la 3D déjà depuis quand même, je dirais, 5-6 ans approximativement. Un premier exemple qui est directement en relation avec le cinéma, c'était pour, je pense, l'été 2010, Jean-Paul Gaultier qui avait fait cette collection. Alors là, c'était pas le défilé qui était en 3D, c'était les vêtements qui étaient directement en 3D, et il fallait des lunettes pour pouvoir bénéficier de l'effet relief, l'effet stéréographique des vêtements. Cette collection dont on avait beaucoup parlé, du regretté Alexander McQueen aussi il y a quelques années, avec ce final de Kate Moss qui apparaissait en hologramme sur le podium. Donc on voit bien qu'il y a là aussi des applications très, très concrètes. Et puis plus récemment, ce lancement très spectaculaire de la marque Burberry à Pékin, avec comment ce défilé en 3 dimensions, les mannequins apparaissaient et se matérialisaient comme ça sur le podium et se dématérialiser. Enfin, c'était absolument somptueux. Donc on voit là, c'est des applications directement liées, je dirais, à la mode, qui sont tout à fait intéressantes. C'est encore une image de Burberry. Et ça, c'est une image aussi de quelqu'un qui a beaucoup travaillé aussi sur une autre dimension, je dirais, une troisième dimension de la couleur dans le vêtement. C'est Hussein Chalayan. Ça, c'est l'image d'invitation. Pour l'invitation, c'est l'image de la prochaine exposition qui va avoir lieu juste à côté d'ici, au Musée des Arts Décoratifs. Dans quelques jours, je crois que l'inauguration est pendant la haute couture, ça doit être le 9, il me semble, le 9 juillet prochain. Voilà, alors bien sûr la beauty, beauty in 3D, c'est effectivement un sujet qui me fascine. Moi je me suis présenté tout à l'heure, comme j'interviens bien sûr ici en tant que président du comité français de la couleur et secrétaire général d'Intacolor, mais je suis aussi quelqu'un qui vient de la mode et qui travaille depuis 10 ans dans très proche de l'univers du maquillage, puisque je suis directeur créatif pour Shiseido depuis 12 ans, et je m'occupe notamment spécialement de la marque de maquillage. Donc bien entendu, je suis toujours aussi très sensible et très intéressé, je dirais, aux nouveaux effets, aux nouvelles technologies, aux nouvelles perspectives liées au maquillage. Là, simplement, ce qui m'a semblé intéressant de mettre en avant, c'est la relation, justement, directe des produits, de voir de quelle manière des films en 3D qui ont été très populaires, qui ont été des immenses succès populaires, ont directement influencé des lignes de maquillage, comme cette marque italienne, par exemple, qui s'est emparée du bleu d'Avatar et des textures, je dirais, de cette texture un petit peu magique, un peu reliefée, je dirais, qu'on pouvait découvrir dans le film, pour proposer justement, c'est du marketing, après bien entendu, mais il y a vraiment une volonté de donner une nouvelle dimension à la couleur bleue,
On le retrouvait aussi sur cette marque de vernis à ongles, très populaire, hein, qui a continué d'ailleurs, qui a développé après d'autres textures 3D dans d'autres couleurs à la suite de celle-ci. On le retrouve ensuite, ça a influencé, je dirais, des grandes marques, puisque on voit tous les effets holographiques qu'on a pu voir récemment, jusqu'à des marques comme le Nightcolor holographique de Chanel. Et puis le film Tron aussi, puisqu'il y a eu un autre vernis et d'autres produits qui s'appelaient Tronica, donc il y avait une relation là directe, je dirais, entre le film, la 3 dimensions, cette nouvelle vision de la couleur. Alors j'avais demandé, alors je ne vais pas, il y a quelques membres du comité qui sont là et ils m'excuseront, je ne vais pas présenter tout ce qui m'avait été donné, mais on avait demandé aux membres du comité français de la couleur quelle était leur vision justement de la couleur en 3D. Et j'ai choisi quelques exemples. Le premier exemple, ce qui est intéressant, parce que je pense que c'est assez emblématique, c'est la nouvelle affiche du futur salon Première Vision en septembre, qui a choisi justement cet effet 3D comme symbolique, si vous voulez, de la future saison. Sachant que cette session, je dirais, de septembre 2011, elle va parler de l'hiver 2012-2013, donc on est vraiment dans une idée de prospective. La 3D, c'est bien entendu maintenant, mais à mon avis, ça va être surtout demain. Un autre exemple aussi, c'était toutes ces histoires de couleurs stéréoscopiques qu'on peut retrouver à la fois dans le cinéma et dans la mode, dans les images de mode. Donc là, c'était des images du dessin animé, excusez-moi, j'ai un petit coup de mémoire. Titoff, voilà, je ne l'ai pas vu, donc voilà. Et où il y avait vraiment des rapprochements justement entre des maquillages. On retrouve vraiment des histoires de maquillage, de beauté, d'effets lumière, d'effets photo. Voilà. Swarovski aussi, qui est membre du comité français de la couleur, est très intéressé d'une part parce qu'effectivement le matériau cristal offre directement, je dirais, cette diffraction de la lumière, cette autre vision de la couleur. Donc effectivement, toutes leurs dernières publicités sont sur cette espèce de jeu d'ambiguïté, de couleurs et de volume. Et ils ont joué aussi sur des effets de couleurs qui sont prises en partie dans les pierres, justement, comme si elles flottaient. Donc on est là aussi un petit peu dans cette espèce de dématérialisation de la couleur qui lui donne une nouvelle dimension. Et puis aussi Decathlon qui nous avait fait plusieurs propositions. J'ai retenu celle-ci que je trouvais tout à fait pertinente et intéressante. C'est une œuvre numérique, ça s'appelle Colorama, c'est une œuvre numérique de Florence Cosnefroy, qui est donc une plasticienne et qui est aussi doctorate en histoire de l'art. Et elle a fait tout un travail, effectivement, où là, on est à la fois dans une couleur en 3D au niveau figuratif de l'art, puisque quand on touche la couleur, elle se dématérialise. Et puis, cette 3 dimensions de la couleur aussi, elle peut être émotionnelle. Ça peut être une 3e dimension de la couleur qui va passer, effectivement, vers l'émotionnel. Donc voilà, je vous remercie. Donc c'est une conférence qui a été faite avec la contribution, effectivement, des membres du comité français de la couleur, qui sont cités sur cette dernière slide que je remercie. Et pour finir, j'avais un petit film qui dure 30 secondes de Jimmy Nelson, qui me semble tout à fait bien illustrer cette nouvelle recherche. C'est un artiste, c'est à la fois un maquilleur, mais c'est aussi un photographe. Et je pense que c'est une jolie illustration du maquillage et des perspectives du maquillage en 3D, même si vous ne le verrez pas en 3 dimensions.
Merci beaucoup Olivier pour cette présentation. Alors, est-ce que j'aurais bien aimé qu'on puisse poser quelques questions à Olivier. Est-ce que déjà spontanément dans la salle, il y a des personnes qui, suite à cette présentation, ont une question particulière à poser? N'hésitez pas. Je suis sûre qu'il y en a, je vois des sourires en coin. Non? Pas particulièrement? Non, mais ah, je le sentais. Alors peut-être que... Tania a le micro. Merci Bertrand. Merci à tous nos auditeurs. Une petite question, c'est que je vois effectivement que la mode ou le maquillage, ça suit un peu l'avancée des technologies et les avancements des recherches qui sont menées par ailleurs dans l'industrie et dans la recherche. Je veux savoir un peu comment se fait la connexion entre les artistes, les personnes de la mode et ce monde de la recherche ou de l'industrie. Voilà. Le lien entre technique et application directe dans le produit en fonction du produit qu'on développe, c'est ça? Que ce soit dans la mode ou dans le maquillage. Ce lien il se fait spontanément, il se fait naturellement, parce que les industriels ont besoin du regard, je dirais, des artistes, des créateurs pour avancer. Et puis les artistes, enfin pas tous, hein, ça dépend aussi de la manière dont on s'exprime. Moi je sais que personnellement, que ce soit, parce que j'ai beaucoup œuvré dans la mode avant, et notamment dans le textile et dans la création textile, et toutes les innovations, qu'on faisait, on les faisait en relation, je dirais, avec des groupes industriels. Il ne faut pas oublier que tous les grands noms de la mode, tous les couturiers par exemple, il y en a beaucoup qui se sont construits à travers l'industrie textile, à travers des développements. On peut, je veux dire, mais ça va de Madiane Vionnet qui a trouvé une nouvelle manière d'utiliser le tissu. À l'époque, c'était extrêmement innovant, c'était d'utiliser le biais. C'est Chanel aussi qui a utilisé la maille, la première, pour faire des costumes, alors que personne ne le faisait, qui a développé, enfin, qui a transformé, si vous voulez. C'est Alaya ou comment d'autres stylistes comme Hervé Léger qui ont commencé à travailler sur le stretch. À chaque fois, il y a une relation, c'est-à-dire la création n'existe pas sans. Et donc ce mariage, il se fait avec plus ou moins de bonheur, il n'est pas toujours facile, il peut être cruel. Alors au niveau des maquillages aussi, ça se passe aussi de la même manière. Moi j'interviens par exemple pour un groupe qui s'appelle chez Ido, j'arrive avec des idées. Ensuite, ces idées-là, ils vont voir s'ils peuvent les faire, s'ils peuvent les développer. Des fois, ça marche, des fois, c'est possible. Des fois, on a une idée, et puis il faut quelquefois 4, 5 ou 10 ans pour qu'elle arrive sur le marché. Voilà. Puis peut-être qu'aussi, quand on est dans les prémices ou la mise en place de nouvelles technologies qui est très nouvelle, un peu révolutionnaire, pas évidente à manipuler, à manier, peut-être qu'il y a ceux qui ont une affinité particulière ou qui se retrouvent dans un contexte où ils peuvent rentrer en contact avec cette technique. Et du coup, le sujet d'étant le sujet
3D, donc c'est pas simplement les blockbusters américains, c'est bien entendu l'impact qu'a pu avoir Avatar lors de sa sortie. Je pense qu'a été certainement le film qui a propulsé, qui a vraiment favorisé le succès de la 3D. C'est aussi des choses comme Tron. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir après que effectivement, c'est aussi des films qui ont une influence direct au-delà même de la 3D sur, je dirais, sur la mode et sur les cosmétiques. Alors la 3D aussi, alors on la voit, on la trouve partout, on la retrouve dans le design, on la retrouve beaucoup dans l'architecture depuis quelques années, notamment grâce à la lumière, grâce à des travaux, grâce à des architectes. Alors j'aurais eu des milliers de choses à vous montrer, j'ai choisi de vous montrer un exemple du travail de Jacob McFarlane et du travail qu'ils ont fait aussi avec Yann Kersadeh autour justement de l'architecture, de la couleur en 3 dimensions, où il y a vraiment, alors donc ça c'est la cité de la mode et du design qui se trouve, qui est Austerlitz, où il y a vraiment tout un travail maintenant où on intègre la notion, si vous voulez, de couleur, de volume, de lumière pour donner vraiment une nouvelle dimension à la couleur dans l'architecture. C'est d'autant plus spectaculaire le soir quand la lumière vraiment amène, si vous voulez, cette notion de 3 dimensions. C'est ensuite le travail d'artistes comme par exemple David Spring qui travaille sur les stratachromes. Donc là on a vraiment un travail qui est absolument fabuleux sur cette mise en 3 dimensions de la couleur dans le design. Et c'est aussi des choses qui vont nous influencer, qui vont être très influentes émotionnellement, mais avec des applications aussi peut-être quelquefois plus... Ça c'est un autre travail de David Spring, qui vont être très influentes au niveau par exemple du display. Comme on voit par exemple, ça c'est aussi des choses que j'ai découvertes en réalité sur le salon Dimension 3D, où maintenant on a vraiment des propositions
de display. Quand on parle de make-up in 3D, c'est bien sûr le maquillage, la vision, l'émotion, mais c'est aussi toutes les autres déclinaisons qui peuvent être amenées par rapport à ce maquillage en 3D au niveau du display. Voilà, donc quelques exemples de produits aujourd'hui qui existent et qui sont en train de se développer d'une manière plus confidentielle ou alors comme ça dans des vitrines. Comme par exemple Repetto qui a fait récemment toutes ses vitrines aussi en hologramme. Alors la mode en 3D aussi, c'est quelque chose, évidemment, la mode est toujours curieuse et toujours à l'avant-garde. Et aussi, elle s'est intéressée à la 3D déjà depuis quand même, je dirais, 5-6 ans approximativement. Un premier exemple qui est directement en relation avec le cinéma, c'était pour, je pense, l'été 2010, Jean-Paul Gaultier qui avait fait cette collection. Alors là, c'était pas le défilé qui était en 3D, c'était les vêtements qui étaient directement en 3D et il fallait des lunettes pour pouvoir bénéficier de l'effet relief, l'effet stéréographique des vêtements. Cette collection dont on avait beaucoup parlé, du regretté Alexander McQueen aussi il y a quelques années, avec ce final de Kate Moss qui apparaissait en hologramme sur le podium. Donc on voit bien qu'il y a là aussi des applications très, très concrètes. Et puis plus récemment, ce lancement très spectaculaire de la marque Burberry à Pékin, avec comment ce défilé en 3 dimensions, les mannequins apparaissaient et se matérialisaient comme ça sur le podium et se dématérialiser. Enfin, c'était absolument somptueux. Donc on voit là, c'est des applications directement liées, je dirais, à la mode, qui sont tout à fait intéressantes. C'est encore une image de Burberry. Et ça, c'est une image aussi de quelqu'un qui a beaucoup travaillé aussi sur une autre dimension, je dirais, une 3e dimension de la couleur dans le vêtement. C'est Hussein Chalayan. Ça, c'est l'image d'invitation. Pour l'invitation, c'est l'image de la prochaine exposition qui va avoir lieu juste à côté d'ici, au Musée des Arts Décoratifs. Dans quelques jours, je crois que l'inauguration est pendant la haute couture, ça doit être le 9, il me semble, le 9 juillet prochain. Voilà, alors bien sûr la beauty, beauty in 3D, c'est effectivement un sujet qui me fascine. Moi je me suis présenté tout à l'heure, comme j'interviens bien sûr ici en tant que président du comité français de la couleur et secrétaire général d'Intercolor, mais je suis aussi quelqu'un qui vient de la mode et qui travaille depuis 10 ans dans très proche de l'univers du maquillage, puisque je suis directeur créatif pour Shiseido depuis 12 ans et je m'occupe notamment spécialement de la marque maquillage. Donc bien entendu, je suis toujours aussi très sensible et très intéressé, je dirais, aux nouveaux effets, aux nouvelles technologies, aux nouvelles perspectives liées au maquillage. Là, simplement, ce qui m'a semblé intéressant de mettre en avant, c'est la relation justement directe des produits, de voir de quelle manière des films en 3D qui ont été très populaires, qui ont été des immenses succès populaires, ont directement influencé des lignes de maquillage, comme cette marque italienne par exemple, qui s'est emparée du bleu d'Avatar et des textures, je dirais, de cette texture un petit peu magique, un peu reliefée, je dirais, qu'on pouvait découvrir dans le film, pour proposer justement, c'est du marketing, après bien entendu, mais il y a vraiment une volonté de donner une nouvelle dimension à la couleur bleue. On le retrouvait aussi sur cette marque de vernis à ongles, très populaire, qui a continué d'ailleurs, qui a développé après d'autres textures 3D dans d'autres couleurs à la suite de celle-ci. On le retrouve ensuite, ça va influencer, je dirais, des grandes marques, puisque on voit tous les effets holographiques qu'on a pu voir récemment, jusqu'à des marques comme le Nightcolor holographique de Chanel. Et puis le film Tron aussi, puisqu'il y a eu un autre vernis et d'autres produits qui s'appelaient Tronica, donc il y avait une relation là directe, je dirais, entre le film, la 3 dimensions, cette nouvelle vision de la couleur.
Alors j'avais demandé, alors je ne vais pas, il y a quelques membres du comité qui sont là et ils m'excuseront, je ne vais pas présenter tout ce qui m'avait été donné, mais on avait demandé aux membres du comité français de la couleur quelle était leur vision justement de la couleur en 3D. Et j'ai choisi quelques exemples. Le premier exemple, ce qui est intéressant, parce que je pense que c'est assez emblématique, c'est la nouvelle affiche du futur salon Première Vision en septembre, qui a choisi justement cet effet 3D comme symbolique, si vous voulez, de la future saison. Sachant que cette session, je dirais, de septembre 2011, elle va parler de l'hiver 2012-2013, donc on est vraiment dans une idée de prospective. La 3D, c'est bien entendu maintenant, mais à mon avis, ça va être surtout demain. Un autre exemple aussi, c'était toutes ces histoires de couleurs stéréoscopiques qu'on peut retrouver à la fois dans le cinéma et dans la mode, dans les images de mode. Donc là, c'était des images du dessin animé. Excusez-moi, j'ai un petit coup de mémoire. Titoff, voilà. Je ne l'ai pas vu, donc voilà. Et où il y avait vraiment des rapprochements justement entre des maquillages. On retrouve vraiment des histoires de maquillage, de beauté, d'effets lumière, d'effets photos. Voilà. Swarovski aussi, qui est membre du comité français de la couleur, est très intéressé d'une part parce qu'effectivement le matériau cristal offre directement, je dirais, cette diffraction de la lumière, cette autre vision de la couleur. Donc effectivement, toutes leurs dernières publicités sont sur cette espèce de jeu d'ambiguïté, de couleurs et de volume. Et ils ont joué aussi sur des effets de couleurs qui sont prises en partie dans les pierres, justement, comme si elles flottaient. Donc on est là aussi un petit peu dans cette espèce de dématérialisation de la couleur qui lui donne une nouvelle dimension. Et puis aussi Decathlon qui nous avait fait plusieurs propositions. J'ai retenu celle-ci que je trouvais tout à fait pertinente et intéressante. C'est une œuvre numérique, ça s'appelle Colorama, c'est une œuvre numérique de Florence Cosnefroy, qui est donc une plasticienne et qui est aussi doctorate en histoire de l'art. Et elle a fait tout un travail, effectivement, où là on est à la fois dans une couleur en 3D au niveau figuratif de l'art, puisque quand on touche la couleur, elle se dématérialise. Et puis cette troisième dimension de la couleur aussi, elle peut être émotionnelle. Ça peut être une troisième dimension de la couleur qui va passer effectivement vers l'émotionnel. Donc voilà, je vous remercie. Donc c'est une conférence qui a été faite avec la contribution effectivement des membres du comité français de la couleur, qui sont cités sur cette dernière slide que je remercie. Et pour finir, j'avais un petit film qui dure 30 secondes de Jimmy Nelson, qui me semble tout à fait bien illustrer cette nouvelle recherche. C'est un artiste, c'est à la fois un maquilleur, mais c'est aussi un photographe. Et je pense que c'est une jolie illustration du maquillage et des perspectives du maquillage en 3D, même si vous ne le verrez pas en 3 dimensions. Merci beaucoup Olivier.
pour cette présentation. Alors, est-ce que j'aurais bien aimé qu'on puisse poser quelques questions à Olivier. Est-ce que déjà spontanément dans la salle, il y a des personnes qui, suite à cette présentation, ont une question particulière à poser? N'hésitez pas. Je suis sûre qu'il y en a, je vois des sourires en coin. Non? Pas particulièrement? Non, mais ah, je le sentais. Alors peut-être que... Damien a le micro. Merci Bertrand. Merci à tous nos orateurs. Une petite question, c'est que je vois effectivement que la mode ou le maquillage, ça suit un peu l'avancée des technologies et les avancements des recherches qui sont menées par ailleurs dans l'industrie et dans la recherche. Et je veux savoir un peu comment se fait la connexion entre les artistes, les personnes de la mode et ce monde de la recherche ou de l'industrie. Voilà. Le lien entre technique et application directe dans le produit en fonction du produit qu'on développe, c'est ça? Que ce soit dans la mode ou dans le maquillage. Ce lien il se fait spontanément, il se fait naturellement, parce que les industriels ont besoin du regard, je dirais, des artistes, des créateurs pour avancer. Et puis les artistes, enfin pas tous, hein, ça dépend aussi de la manière dont on s'exprime. Moi je sais que personnellement, que ce soit, parce que j'ai beaucoup œuvré dans la mode avant, et notamment dans le textile et dans la création textile, et toutes les innovations, qu'on faisait, on les faisait en relation, je dirais, avec des groupes industriels. Il ne faut pas oublier que tous les grands noms de la mode, tous les couturiers par exemple, il y en a beaucoup qui se sont construits à travers l'industrie textile, à travers des développements. On peut, je veux dire, mais ça va de Madiane Vionnet qui a trouvé une nouvelle manière d'utiliser le tissu. À l'époque, c'était extrêmement innovant, c'était d'utiliser le biais. C'est Chanel aussi qui a utilisé la maille, la première, pour faire des costumes, alors que personne ne le faisait, ou qui a développé, enfin, qui a transformé, si vous voulez. C'est Alaya ou comment d'autres stylistes comme Hervé Léger qui ont commencé à travailler sur le stretch. À chaque fois, il y a une relation, c'est-à-dire la création n'existe pas sans. Et donc ce mariage, il se fait avec plus ou moins de bonheur, il n'est pas toujours facile, il peut être cruel. Alors au niveau des maquillages aussi, ça se passe aussi de la même manière. Moi j'interviens par exemple pour un groupe qui s'appelle chez Ido, j'arrive avec des idées. Ensuite, ces idées-là, ils vont voir s'ils peuvent les faire, s'ils peuvent les développer. Des fois, ça marche, des fois, c'est possible. Des fois, on a une idée et puis il faut quelquefois 4, 5 ou 10 ans pour qu'elle arrive sur le marché. Voilà. Puis peut-être qu'aussi, quand on est dans les prémices ou la mise en place de nouvelles technologies qui est très nouvelle, un peu révolutionnaire, pas évidente à manipuler, à manier, peut-être qu'il y a ceux qui ont une affinité particulière ou qui se retrouvent dans un contexte où ils peuvent rentrer en contact avec cette technique et du coup le sujet d'étant le sujet
d'étendre le sujet, 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 des tendances et de la couleur. C'est un sujet qui nous est très cher, qui est très vaste, et on essaiera de donner des éléments de réponse tout à l'heure, mais il faudrait une très grande conférence pour en parler, parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de jeu. Mais je ne veux pas esquiver la question, simplement la garder pour tout à l'heure si vous le voulez bien. Plus précisément, peut-être par rapport à vraiment l'intervention d'Olivier, qui était générale, qui a soulevé un certain nombre d'applications, etc. Est-ce qu'il y avait des questions particulières à Olivier tout de suite, ou est-ce qu'on peut continuer sur la suite de notre programme? C'est elle? Non? Ok, on va continuer, très bien. Je laisse donc la parole et l'image à Alexandra et à Céline, qui vont donc vous faire découvrir un certain nombre de choses passionnantes. Donc bonjour, je m'appelle Céline Tricard, je suis réalisatrice et stéréographe. Alors stéréographe, c'est un nom un peu barbare qui veut dire spécialiste de la 3D relief dans le cinéma et la télévision. Donc voilà, j'ai réalisé quelques courts-métrages en 3D et j'étais la stéréographe du premier long-métrage français en relief qui s'appelle Derrière les murs, avec Laetitia Casta, qui sortira dans 2 semaines, je crois. Donc aujourd'hui, je vais vous parler plus précisément d'un de mes 2 courts-métrages en relief qui s'appelle Feu intérieur et qui a été réalisé suite à un concours lancé par la Géode à Paris. Donc il a fait un grand concours où il demandait des très courts-métrages, donc 3 minutes, en 3D relief. Donc moi j'ai écrit un cours, il y avait en tout et pour tout
3D. Donc c'est pas simplement les blockbusters américains, c'est bien entendu l'impact qu'a pu avoir Avatar lors de sa sortie. Je pense qu'a été certainement le film qui a propulsé, qui a vraiment favorisé le succès de la 3D. C'est aussi des choses comme Tron. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir après que effectivement, c'est aussi des films qui ont une influence directe au-delà même de la 3D sur, je dirais, sur la mode et sur les cosmétiques. Alors la 3D aussi, alors on la voit, on la trouve partout, on la retrouve dans le design, on la retrouve beaucoup dans l'architecture depuis quelques années, notamment grâce à la lumière, grâce à des travaux, grâce à des architectes. Alors j'aurais eu des milliers de choses à vous montrer, j'ai choisi de vous montrer un exemple du travail de Jacob McFarlane et du travail qu'ils ont fait aussi avec Ken Kersalé autour justement de l'architecture, de la couleur en 3 dimensions, où il y a vraiment, alors donc ça c'est la cité de la mode et du design qui se trouve, qui est Austerlitz, où il y a vraiment tout un travail maintenant où on intègre la notion, si vous voulez, de couleur, de volume, de lumière, pour donner vraiment une nouvelle dimension à la couleur dans l'architecture. C'est d'autant plus spectaculaire le soir quand la lumière vraiment amène, si vous voulez, cette notion de 3 dimensions. C'est ensuite le travail d'artistes comme par exemple David Spring qui travaille sur les stratachromes. Donc là on a vraiment un travail qui est absolument fabuleux sur cette mise en 3 dimensions de la couleur dans le design. Et c'est aussi des choses qui vont nous influencer, qui vont être très influentes émotionnellement, mais avec des applications aussi peut-être quelquefois plus... Ça c'est un autre travail de David Spring, qui vont être très influentes au niveau par exemple du display. Comme on voit par exemple, ça c'est aussi des choses que j'ai découvertes en réalité sur le salon Dimension 3D, où maintenant on a vraiment des propositions de display. Quand on parle de make-up in 3D, c'est bien sûr le maquillage, la vision, l'émotion, mais c'est aussi toutes les autres déclinaisons qui peuvent être amenées par rapport à ce maquillage en 3D au niveau du display. Voilà, donc quelques exemples de produits aujourd'hui qui existent et qui sont en train de se développer d'une manière plus confidentielle ou alors comme ça dans des vitrines. Comme par exemple Repetto qui a fait récemment toutes ses vitrines aussi en hologramme. Alors la mode en 3D aussi, c'est quelque chose, évidemment, la mode est toujours curieuse et toujours à l'avant-garde. Et aussi, elle s'est intéressée à la 3D déjà depuis quand même, je dirais, 5-6 ans approximativement. Un premier exemple qui est directement en relation avec le cinéma, c'était pour, je pense, l'été 2010, Jean-Paul Gaultier qui avait fait cette collection. Alors là, c'était pas le défilé qui était en 3D, c'était les vêtements qui étaient directement en 3D et il fallait des lunettes pour pouvoir bénéficier de l'effet relief, l'effet stéréographique des vêtements. Cette collection dont on avait beaucoup parlé, du regretté Alexander McQueen aussi il y a quelques années, avec ce final de Kate Moss qui apparaissait en hologramme sur le podium. Donc on voit bien qu'il y a là aussi des applications très, très concrètes. Et puis plus récemment, ce lancement très spectaculaire de la marque Burberry à Pékin, avec ce défilé en 3 dimensions, les mannequins apparaissaient et se matérialisaient comme ça sur le podium et se dématérialiser. Enfin, c'était absolument somptueux. Donc on voit là, c'est des applications directement liées, je dirais, à la mode, qui sont tout à fait intéressantes. C'est encore une image de Burberry. Et ça, c'est une image aussi de quelqu'un qui a beaucoup travaillé aussi sur une autre dimension, je dirais, une 3e dimension de la couleur dans le vêtement. C'est Hussein Chalayan. Ça, c'est l'image d'invitation. Pour l'invitation, c'est l'image de la prochaine exposition qui va avoir lieu juste à côté d'ici, au Musée des Arts Décoratifs. Dans quelques jours, je crois que l'inauguration est pendant la haute couture, ça doit être le 9, il me semble le 9 juillet prochain.
Voilà, alors bien sûr la beauty, beauty in 3D, c'est effectivement un sujet qui me fascine. Moi je me suis présenté tout à l'heure comme j'interviens bien sûr ici en tant que président du comité français de la couleur et secrétaire général d'Intercolor, mais je suis aussi quelqu'un qui vient de la mode et qui travaille depuis 10 ans dans les très proche de l'univers du maquillage puisque je suis directeur créatif pour Shiseido depuis 12 ans et je m'occupe notamment spécialement de la marque